Souvent quand j'enregistre dans mon salon, vous devez entendre ce bruit et c'est mon chien qui dort. Je vais un petit peu le réveiller pour qu'il ronfle moins fort. Bonjour à tous, j'espère... ronfle pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mardi 13 juin et j'ouvre un nouveau vlog. Comme vous l'avez vu hier soir, je suis allée au cinéma et je suis allée voir La Petite Sirène, le live action, je crois qu'on dit, je ne sais même plus comment on dit, de Disney. Comme tous les films de Disney, je ressors pas spécialement emballée par le film. On va dire que c'est moite-moite. Il y a des gros points forts, des gros points faibles, j'ai trouvé. Le gros point fort, c'est que bon, c'est un Disney, c'est très joli, c'est plein de couleurs, c'est vif, c'est pétillant et que ça, j'adore. Je trouve le casting pas mal du tout. Et puis, je trouve que c'est pas une adaptation 100% calqué sur le dessin animé, qu'il y a des choses en plus et que ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Il y a tout un tas de personnages qui viennent se greffer autour et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Par contre, le point faible, oui, c'est certaines scènes qui sont similaires où là, je lève les yeux au ciel et je me dis, bon, c'est un peu ridicule en film. Puis voilà, je m'attends toujours à un truc absolument exceptionnel, incroyable, et en fait, rien ne détrônera jamais mon dessin animé de mon enfance. J'ai vu 1850 fois, voilà, la chanson avec Sébastien, c'est Henri Salvador ou rien, enfin bref, c'est comme ça. J'ai passé un bon moment. Je ne regrette pas d'y être allée, contrairement au Roi Lion où là je me suis dit c'est quoi cette daube. Ouais, c'était pas mal. Il y a des images parfois ça pique un peu les yeux. Tu te dis on est sur un film des années 90, au niveau des effets spéciaux c'est pas ouf. Et puis il y a des autres moments où je suis éblouie et que je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà, je suis vraiment entre deux. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous êtes allé le voir. J'attends avec impatience. J'ai vu qu'il allait y avoir Hercule. Hercule, ça peut être pas mal du tout. Ça peut être pas mal du tout. Et j'attends avec impatience Le Bossu Notre-Dame. Je crois que ça, c'est dans 2 ans. 1 an, 2 ans, je sais plus. Mais parfois, les live action, quand il y a des animaux, ils ne les mettent pas. Et s'il n'y a pas de Djali... je boycotte. Sinon, parlons un petit peu bouquin. Dans le dernier vlog, je vous ai quitté, j'étais en pleine lecture de Ceci, le syndrome E de Franck Thillier. Je vous refais le pitch très rapidement. On a rencontré Lucienne Bell, une enquêtrice de Franck Thillier dans 2 tomes précédemment. Lucienne Bell, qui est cette fille, cette femme un peu paumée, mère de jumelles, etc. Qui a beaucoup souffert, qui a un très lourd passif. Et voilà, on va la retrouver ici parce qu'en fait, le roman commence avec Lucienne Bell et en fait, un ami à elle l'appelle au secours parce qu'il vient de visionner un film. C'est un collectionneur de films anciens et il vient de visionner un film et à la suite de ce visionnage, il devient complètement aveugle. Et Lucienne Bell va un petit peu fouiller et va ensuite y avoir des cadavres tranquillement qui viennent se mettre sur son chemin. Et à côté de ça, on a Franck Charcot. Alors Charcot, on ne le présente plus. J'ai l'impression que quand on parle de Tilly, on parle de Charcot, mais j'ai l'impression que Lucienne Bell, elle est tout aussi importante que Charcot. Je verrai dans les tomes qui suivent ce duo qui se rejoint. On découvre donc Charcot dans 2 tomes précédents également, tout seul aussi. Pareil, un flic. Alors lui, au niveau du passif, il est imbattable. Il a eu un passé très compliqué, très chaotique, très douloureux. Et là, on va le retrouver parce que ce flic qu'on connaît,
très bien, ce commissaire qu'on connaît très bien, qui a des petits problèmes, j'en dirai pas plus parce que je voudrais rien vous spoiler, est appelé sur une enquête dans un espèce de chantier. On retrouve 5 cadavres dont on a découpé la tête pour prélever le cerveau, on a découpé les mains, on les a énucléés, voilà, assez dégueulasse. Et donc Franck Charcot est appelé sur cette enquête. Quel est le lien entre Lucienne Bell et Franck Charcot? C'est ce que je vous dis dans le tome précédent. Maintenant je le connais. J'ai vu les enquêtes s'entrecroiser et j'ai trouvé ça super cool. J'en ai parlé un petit peu avec certains sur Instagram qui m'ont dit l'avoir trouvé trop scientifique, trop pointilleux, trop compliqué peut-être. Moi j'ai passé un excellent moment parce que Lucienne Bell et Franck Charcot dans les 4 premiers tomes, les 2 tomes chacun où ils sont séparés, je les adore, et de les voir réunis, eh ben moi j'ai trouvé ça brillant. Je pense que Franck Tillier a joué une super carte à l'époque, je sais pas en quelle année il a été écrit celui-là, c'est peut-être marqué quelque part, octobre 2011, donc ce livre a 12 ans. Et il y a 12 ans, je trouve que c'était une très très bonne idée de réunir Charcot et Bell, de former un binôme qui va se suivre sur les prochains tomes. Il me semble que le tome 2, le tome d'après, c'est Gattaca et après Atomka, ou l'inverse. Mais il me semble que c'est ça, Gattaca, Atomka. Voilà, j'ai trop hâte de les retrouver. J'ai trouvé l'enquête hyper bien ficelée. J'ai trouvé le dénouement très bon. Ouais, je passe un excellent moment avec le syndrome E de Franck Tillier. Vraiment, si vous voulez lire du Franck Tillier, si comme moi, vous le découvrez un peu sur le tard, je vous conseille vraiment de lire les 2 tomes de chaque enquêteur avant pour connaître leur passif. Vraiment très compliqué chez Charcot, assez délicat chez Bell. Et là, vous allez trouver l'union de ce binôme explosif. Je l'ai trouvé explosive et je me dis que c'était très bon. Voilà, j'ai adoré ce thriller. Je lirai le mois prochain, Gattaca. J'avais dit que j'allais alterner un Minier, un Tillier par mois. J'arrive déjà pas à lire un Tillier ou un Minier par mois, donc je vais me mettre à jour dans la série Charcot & Bell et on verra plus tard pour les Miniers. Voilà, je crois que j'en ai quasiment autant à rattraper. J'en ai plus chez Tillier à rattraper, donc je vais rattraper mon tard chez Tillier. Et Mini, on verra peut-être un petit peu plus tard, l'année prochaine. Sinon, à l'audio, j'ai écouté La Chambre aux papillons de Lucinda Riley. Et écoutez, à l'audio, il est très bon. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a des livres que je trouve qui ne se prêtent pas à l'audio parce qu'ils demandent plus de concentration. Celui-ci, à l'audio, il passe très bien. C'est donc l'histoire de Posy Montagu qui vit à Admiral House, une grande demeure dans le Suffolk. Et Posy Montagu, en fait, elle se voit un petit peu embêtée parce que cette grande maison, pour elle toute seule à 70 ans, ça devient compliqué. Et elle souhaite peut-être vendre cette demeure qui a abrité 3 générations de sa famille. Elle a énormément de souvenirs dans cette maison. Elle a notamment eu toute son enfance, dont sa petite enfance avec son père qu'elle a hélas perdu très jeune. Comme toujours avec Lucinda Riley, on a des alternances passé-présent et on va découvrir l'enfance de Posy, on va découvrir tous les secrets que garde précieusement Admiral House, et on va également avoir la vie du présent avec Posy de 70 ans, mère de 2 enfants, dont un qui était parti vivre loin, Nick, et qui revient dans le Suffolk. Et puis il y a Sam, son 2e fils, qui est un peu à la dérive. Et voilà, Posy, elle a tout ça à s'occuper, son domaine. Et revient dans sa vie un homme qu'elle a perdu de vue bien des années auparavant, quand elle était très jeune. Un homme dont elle était éperdument amoureuse et qui est parti un petit peu du jour au lendemain. Donc voilà, c'est beaucoup de secrets, beaucoup d'histoires de famille. Le classique chez Lucinda Riley. Je dis toujours que si vous avez commencé par lire Les 7 sœurs et que vous n'avez encore jamais lu de one-shot de Lucinda Riley, ça vous paraîtra peut-être un peu plus léger. Alors, pas par les sujets qui sont abordés, parce que dans chaque roman de Lucinda Riley, contredisez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais je trouve qu'il y a toujours des thématiques très fortes. Je ne vous dirai pas lesquelles, puisque sinon je vous spoil un petit peu l'histoire. Mais ici, on a des thématiques très fortes, mais c'est vrai que c'est moins prise de tête, ça fait moins travailler les ménages que Les 7 sœurs. Mais j'ai adoré l'histoire, j'ai trouvé que cette histoire, elle était très belle, très chouette. J'ai adoré cette demeure dans laquelle, enfant, Posy chassait les papillons avec son père.
et je l'ai trouvé chouette. J'ai passé un excellent moment. Il est assez gros, j'ai mis longtemps à l'écouter quand même, hein. Je ne saurais pas combien. Il fait 537 pages. Tiens, je peux enlever mon petit marque-page. C'est une vraie fresque familiale. Lucinda Riley, c'est une vraie conteuse. Il y a des évidences dans ce roman-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vois arriver très vite. Et était-ce une volonté de l'autrice de ne pas trop dissimuler tout ça, mais juste de se laisser porter par l'histoire? Je ne sais pas. Il y a des évidences. Ça, c'est certain. Il y a des choses que tu vois arriver dès le début, en fait. Et puis, il y a des choses qu'il faudra attendre la fin du roman pour comprendre. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ce roman de Lucinda Riley. Je crois que j'ai jamais été déçue encore par un Lucinda Riley. Ce sont des très belles histoires avec... voilà, c'est la queen de l'alternance passé-présent pour moi. Et je passe toujours un excellent moment. Les lois sont un peu en train de changer sur Instagram. Ces livres-là ne sont pas des partenariats. Ce sont des livres à moi. Voilà, je ne les ai pas reçus à titre gratuit. Celui-là, je l'ai acheté au salon du Festival Sans Nom de Mulhouse et celui-là, c'est Tatane qui me l'a offert. Voilà, vous savez tout. Sinon, j'ai attaqué un livre qui m'est offert par les éditions Charleston, mais pour lequel je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. C'est toujours inscrit tout ça. J'en parle là, mais j'en reparlerai plus. Mais tout est toujours inscrit dans ma bio, vous pourrez regarder. Les livres qui sont suivis par une astérix dans ma description sont des livres que j'ai reçus à titre gratuit, mais pour lesquels je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Je tiens à le redire que ce soit un livre gratuit ou pas, si le livre m'a déplu, je vous le dirai. Je pense que vous l'avez vu. Je suis assez transparente. Après, je suis très bon public dans la vie. Je pense aussi que vous vous en êtes rendu compte. C'est-à-dire que j'essaie toujours de trouver le positif d'un roman. Je ne ressors jamais d'un film du cinéma 100% déçu. Je me dis toujours qu'il y avait des choses bien. Et ben c'est pareil pour mes lectures. J'essaie toujours de voir le positif dans ce livre. Alors parfois, oui, je m'ennuie. Parfois, c'est un peu long. Mais malgré tout, à part les abandons où là vraiment faut vous dire que j'ai pas aimé et que j'ai pas été plus loin en fait, pour les romans c'est ça, je ne vois jamais que du négatif, vraiment très rarement. De toute façon quand c'est négatif j'abandonne. Donc voilà, mais je pense quand même que vous savez que je suis 100% honnête et sincère dans mes chroniques. Enfin, je pense qu'en tout cas si vous me suivez sur YouTube c'est que vous le pensez, enfin j'espère. J'ai donc attaqué Une folle envie de liberté de Tony Béard. J'en suis à la page 127. J'ai attaqué ça hier soir en rentrant du cinéma. Et c'est une surprise en fait parce que quand je l'attaque, je retrouve des personnages de son livre précédent. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que je crois que ça ne le laisse pas présager sur la 4e. Et en fait, on retrouve des personnages du précédent roman. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Ici, on va suivre l'histoire de Alice. Alice, c'est une jeune femme qui a 49 ans et pas 50. Et qui se sépare de son mari, de sa maison, de tous ses repères, de toute sa vie. Et qui quitte tout du jour au lendemain. On ne sait pas encore exactement pourquoi au début du roman. Et qui va aller vivre chez Max, son père. Alors, son père est très souvent partie à l'étranger et du coup elle va s'installer 19 bis boulevard Montmartre chez son père et on va retourner dans le passé, comprendre son enfance, comprendre pourquoi elle en veut autant à son père et voilà, aussi un livre avec des alternances passé-présent, j'aime beaucoup ce style donc je m'y plais. Voilà, à suivre. Pour le moment, j'en sais pas plus, pour le moment, je sais pas trop où on va. Je sais juste que je suis Alice qui a quitté son mari, je ne sais pas pourquoi, qui retourne vivre chez son père, contre qui elle est très en colère. Je sais pas exactement non plus pourquoi. Voilà, je sens que ça va être une histoire très touchante, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminée. Sinon, au niveau de ma palle, j'ai rentré dans ma palle un très gros livre. Je suis allée manger chez ma cousine ce week-end et voilà, qui est lectrice également, et on a un petit peu discuté et elle a acheté ceci. Mais elle sait qu'elle va pas le lire tout de suite, du coup elle me l'a prêté. Alors voilà, j'ai Atlas, l'histoire de Pa Salt. Je l'ai pas acheté pour la bonne et simple raison que je n'en ai acheté aucun. Et que ça m'embêtait d'avoir le dernier dans ma palle, tout seul. Surtout que il fait pas tout à fait la même taille que les autres Charleston. Et ça m'embête d'autant plus. Du coup, voilà, j'avais tout emprunté à la bibliothèque, en fait, les 7 sœurs. Donc, j'avais pas acheté celui-ci. Je m'étais dit peut-être que je le prendrai à l'audio, je sais pas, on verra bien. Et puis finalement, elle me l'a prêté. Je vais essayer de pas casser le dos. Promis, il est gros, hein. Les gros Charleston, en général, le dos, il tient pas le choc. 765 pages. Donc voilà, je pense que je me le lirai en juillet parce qu'avec le gang, on a lancé un challenge sur
Instagram, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans ce vlog, et dont un où il faut continuer ou terminer une saga. Donc il sera parfait pour le challenge qu'on lance avec les filles. Donc du coup, je me le garde pour juillet. J'ai tellement peur parce qu'en fait, j'aime tellement cette saga. Je pense qu'après Harry Potter, c'est vraiment la saga qui m'a le plus intriguée. J'ai peur. J'ai peur d'être déçue. Alors, je crois que 99% des gens qui l'ont lu ont été convaincus. J'attends de voir. Et hier, dans ma boîte aux lettres, j'avais également une petite surprise de ma copine Pascale du compte Entre deux pages. Elle m'a envoyé un cadre qui vient de la boutique de Wild Amanda que j'aime beaucoup, avec cette lune et ce petit renard. Je voulais vous la montrer parce que je la trouve très très jolie. Voilà. Grand merci Pascal pour ce merveilleux cadeau. J'ai fini de blablater pour ce matin. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est jeudi. J'ai terminé avant-hier Une folle envie de liberté de Tony Béard. Bien écoutez, j'ai passé un très bon moment. C'était une chouette lecture. Je pense que je vous ai fait le pitch plutôt résumé de cette histoire et de cette femme de 50 ans qui se retrouve à aller vivre chez son père et qui a quitté son mari. Maintenant, je connais exactement les raisons du pourquoi, du comment. Et ouais, j'ai passé une chouette lecture. Le personnage d'Alice m'a beaucoup plu parce qu'elle va un petit peu se dévergonder et apprendre à reprendre confiance en elle. C'est un livre qui traite de sujets quand même plutôt forts, notamment le fait de ne pas être épanoui dans son couple, etc. Et il va dégager, je trouve, un message hyper important, ce roman-là. C'est la bienveillance. La bienveillance qu'on doit d'abord s'accorder à soi. Le fait de se dire que si on est important, que notre vie est importante, que nos opinions, nos choix sont importants. Et voilà, c'est peut-être un roman qui m'aurait d'autant plus touchée si je l'avais lu dans une vingtaine d'années, on va dire. Parce que un des messages du roman, c'est ça, c'est de se dire que 50 ans, non, ta vie n'est pas finie, non, oui, tu es toujours une femme. Je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, oui, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai peut-être, si je devais faire un classement des livres de Tony Béard, c'est peut-être celui qui m'aura le moins touchée, mais c'est pas qu'il ne m'a pas touchée. C'était vraiment un chouette moment et voilà, je vous invite vraiment à lire celui de l'année dernière si jamais vous voulez lire celui-ci pour un petit peu plus connaître certains personnages et comprendre certaines choses. En tout cas, ce que je vais retenir de ce roman, c'est que voilà, on a tous en nous une folle envie de liberté et qu'il faut écouter cette folle envie de liberté, qu'il ne faut pas s'interdire de vivre. C'est une ode à la liberté, à la bienveillance et vraiment j'ai passé un chouette moment avec Une folle envie de liberté de Tony Béard. Ça fait beaucoup de liberté tout ça. Et entre temps j'ai attaqué Mon midi, mon minuit de Anna McPartlin qui est donc paru aux éditions Cherche Midi. Ça fait déjà un petit bout de temps. Ça c'est un livre que je traîne dans ma palle depuis 1 an et demi. Je l'avais acheté lors du festival du livre, la foire du livre de Brive, il y a 1 an et demi. J'avais rencontré l'autrice qui me l'avait dédicacé. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Les derniers jours de Rabbit Eyes et puis le livre qui est sa suite. Je n'ai pas le titre qui me revient là tout de suite. Ben non, ce sera pas marqué dedans puisqu'il n'était pas sorti. Bref, je sais plus. La suite des derniers jours de Rabbit Eyes. J'avais adoré l'écriture, j'avais adoré l'humour qui se dégage de la plume. Les derniers jours de Rabbit Eyes, c'est un livre qui m'a énormément marqué. C'est un livre dont je peux encore vous parler de l'histoire puisque vraiment, il y a des livres comme ça, tu les lis et puis j'en lis beaucoup donc forcément il y en a, ils me sortent un peu de l'esprit. Les derniers jours de Rabbit Eyes est incroyable, c'est une véritable pépite. Et donc voilà, je prends ce livre-là dans ma palle hier et je commence ce livre et je me dis que je retrouve tout ce que j'aime dans la plume d'Anna McPartlin. C'est des histoires graves, c'est des histoires presque... C'est des drames en fait. Elle écrit sur le drame. Elle écrit sur le drame, mais elle écrit sur le drame sans tomber dans le pathos. Et elle écrit sur le drame avec un humour bien à elle. Elle a une plume très singulière et j'aime énormément. J'ai commencé ce livre, j'en suis à la page
135 et j'ai déjà eu plusieurs fois. Vous savez, quand la gorge se noue et que tu sens les larmes qui montent d'une ligne à l'autre, elle a un pouvoir magique dans sa plume, Anna McPartlin, et vraiment, je retrouve ça dans Mon midi, mon minuit. Pour vous la faire très courte, ce livre-là, c'est l'histoire de Emma et de toute sa bande de potes. Emma, son conjoint, John, et puis toute leur bande de potes. Alors, c'est pas marqué sur la 4e, mais ça se passe au 2 ou 3e chapitre, donc je crois pas spoiler grand-chose. Et en fait, lors d'une soirée, il va se passer un drame absolument horrible et John, son conjoint, va avoir un accident et mourir. Et en fait, on va être immergé dans cette bande de potes, dans la tête d'Emma qui est très très triste évidemment de ce qui s'est passé et qui s'en veut beaucoup parce qu'elle se sent responsable de cet accident et qui doit apprendre à se reconstruire à la suite de cet accident et de toute cette bande de potes en fait. C'est sa copine qui trouve un nouveau mec et qui sait pas trop comment lui dire parce que elle a perdu l'amour de sa vie. Enfin, c'est une histoire de vie. Alors j'en suis qu'à la page 135, il en fait 400 je crois, ouais 400. Mais ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que je suis à fond, que j'aime beaucoup, que... Elle a écrit que 4 livres et j'aimerais tellement en avoir encore des dizaines à lire de cette autrice, tellement j'aime la façon dont elle écrit, tellement j'aime la manière dont elle aborde ses vies dramatiques en fait. Les derniers jours de Rabbit Eyes, c'est l'histoire d'une femme qui a un cancer du sein. Et là pareil, on a toute sa famille qui gravite autour et on est dans la tête de chacun des personnages, on est dans la tête d'une mère qui est en train de perdre sa fille d'un cancer du sein, on est dans la tête d'une fille qui est en train de perdre sa mère atteinte d'un cancer du sein, enfin tous ses proches et comment ils vivent ce drame et comment elle, Rabbit, elle le vit. Et il est très 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 fort ce roman, il m'avait complètement bouleversée à l'époque où je l'avais lu. Il y a des romans comme ça que je sais qu'un jour je relirai et Rabbit Eyes fait partie de ces romans-là. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça va être adapté et il me semble que c'est au cinéma que ça sera adapté, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment trop hâte de retrouver Rabbit et sa famille complètement déglinguée et complètement délurée qui viennent adoucir un drame absolument horrible qu'est le cancer du sein de Rabbit Eyes. Bref, j'en reviens à celui-ci. J'aime beaucoup, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Au dos, c'est marqué « Servi par un style plein d'esprit et un humour irrévérencieux ». Et ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, la traduction aussi, parce que peut-être qu'on n'en parle pas assez. Parfois j'ai des traductions, je lis des livres qui ne sont pas... je ne sais pas lire en VO, donc je lis toujours des livres français, en version française qui ont été traduits. Et parfois tu sais, t'as des traductions, c'est du mot à mot, c'est moche, c'est difficile à... Quand tu lis, ça pique un peu les yeux, alors que là, la traduction, écoutez... Je crois que sa traductrice a parfaitement réussi à retranscrire l'humour de Anna McPartlin. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Là, j'ai quelques petites photos à faire et des chroniques en retard à rédiger. Donc je vais me mettre un petit peu au boulot là-dessus. En tout cas, voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends à chaud, on est vendredi midi, je viens de terminer mon midi, mon minuit d'Anna McPartlin et c'était incroyable. Je vais pas vous refaire le pitch, je vous l'ai fait hier, je suis passée du rire aux larmes en 2 lignes, je suis passée par tout un tas d'émotions. J'ai adoré Emma et sa résilience, j'ai adoré... toute cette bande de potes que j'ai trouvé absolument géniale, qui sont toujours là les uns pour les autres et qui se battent et qui avancent ensemble malgré les difficultés de la vie. J'ai tout aimé, j'ai tellement ri, mais parfois j'ai vraiment beaucoup ri. Et puis il y a tout un tas de personnages atypiques. Il y a le frère de Emma par exemple qui est prêtre et il est aussi touchant que drôle ce prêtre. Il y a Sean, le meilleur ami de John qui est mort et qui fait partie de cette bande de potes et
et qui est incroyable. Je peux pas vous dire plus, je les ai tous aimés. Cette meilleure amie, Chloé, elle est aussi... il leur arrive tout un tas de choses de la vie, parce qu'en fait c'est ça, ce roman, il parle de la vraie vie et je l'ai trouvé vraiment génial. J'ai eu beaucoup d'émotions, je trouve que cette plume est parfaite. Il y en a qu'une autre qui sait me procurer des émotions aussi fortes, c'est Virginie Grimaldi. Et je crois qu'Anna McPartlin, c'est la Virginie Grimaldi irlandaise. Et je l'ai trouvée vraiment incroyable. Il ne m'en reste plus qu'un à lire d'elle, de l'autre côté du bonheur, que je n'ai malheureusement pas dans ma palle. Ou heureusement, parce que sinon je crois que je l'aurais enchaîné, parce que je ne sais pas qui va passer derrière Anna McPartlin, mais ça va être très dur de passer derrière un aussi gros coup de cœur. Je crois que cette histoire... c'est soit vous allez l'adorer très fort comme moi, soit vous allez être profondément dérangé par quelque chose. Et je l'entends parfaitement qu'on puisse être totalement dérangé par quelque chose dans ce livre. Mais moi j'ai trouvé ça beau et j'ai trouvé ça plein de poésie, plein d'humour. Voilà, j'en dirai pas plus. Dites-moi si vous avez lu ce roman-là, ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez lu Anna McPartlin et si vous aimez sa plume. Ouais. Moi, je la trouve incroyable. Voilà, je sais pas du tout ce que je vais attaquer après ça. Il va falloir que je trouve. Sinon, j'ai fait une petite réception ce matin. Je vais aller la chercher. Ça me vient des éditions J.C. Lattès. Alors, j'ai leur petit programme de la rentrée littéraire que je vais lire attentivement. Voilà. Et sinon, j'ai reçu Gala et moi de Mylène Desclos. Je vais vous lire la 4e. Avoir un garçon m'aurait soulagée ou rassurée. Aussi, quand l'échographie avait révélé qu'il s'agissait d'une fille, j'avais ressenti une impression paradoxale de joie et de panique. J'avais grandi dans un décor ancestral qui vénérait les mâles et soumettait les femmes. Je n'avais pas les codes pour éduquer une fille et faire d'elle ce que j'essayais d'être, une femme libre. J'allais devoir apprendre. Quelques années plus tard, alors que je suis en train de rouler sur une autoroute américaine avec à mes côtés une adolescente de 14 ans bougonne, je m'interroge. À quel moment ai-je raté la marche? Andrea, chef d'entreprise à succès et mère solo au bord de la crise de nerfs, élève seule sa fille Gala. Lorsque son adolescente lui échappe jusqu'à se retrouver éjectée du système scolaire, elle décide de tout faire pour l'emmener jusqu'au baccalauréat, même s'il faut pour cela entreprendre une thérapie familiale, sacrifier sa vie amoureuse ou sa carrière. Une comédie tendre et jubilatoire sur les relations mère-fille. Je suis très curieuse de le lire. Il fait 284 pages. Je trouve la couverture très pétillante, pleine de couleurs. Voilà, à suivre. Un grand merci aux éditions Jean-Claude Lattès pour l'envoi. Voilà, je vais aller faire un banana bread pour ceux que ça intéresse. Je vais prendre une recette, un livre que j'avais reçu des éditions Michel Lafon, il me semble. Un livre sans sucre, etc. Donc je vais aller tester ce banana bread parce que j'ai des bananes toutes noires. Voilà. Puis voilà. En tout cas, je vous reprends plus tard. Dévoré par les moustiques, j'en ai ras-le-bol. Bon, je vais goûter. Je viens de le démouler. Alors, dans la recette, ils disent qu'au bout de 20 minutes, il faut mettre la banane coupée en deux dessus. 20 minutes, c'est beaucoup trop long, il faut le mettre avant. Bon, la texture, c'est pas ce que je préfère. C'est clairement pas ouf du tout. Pas fan du tout. Tant pis, j'aurais essayé. Je vous reprends plus tard. Est bien pour pas que ça lâche, parfait. Surtout ne lâchez pas, hein. Si maintenant je me mets comme ça, je ne peux plus tricher qu'à moitié puisque vous tenez l'autre moitié. Donc je ne peux pas sortir ni là ni là. Et pour mettre l'élastique de l'autre côté, on pourrait faire ça, c'est pas tellement magique. Si je tire, ça passe pas, mais par contre si je fais ça,
Voilà. Et c'est avec la réédition de La nuit n'est jamais complète de Nico Takian que je rentre de mon week-end bien chargé. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.